Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, aujourd'hui, je reçois un homme de théâtre, Patrick Claude. Bonjour. Alors, bonjour Patrick Claude. Bonjour. Alors, vous êtes acteur, metteur en scène, vous êtes aussi directeur artistique, vous animez des ateliers de théâtre. Tout à fait. Donc, vous avez une activité assez diversifiée, mais toujours autour du théâtre. Alors, j'ai vu que le premier spectacle dans lequel vous avez joué, c'était à 16 ans. Ouais. C'était Les Impromptus. Oui, tout à fait. D'Obalia. De René d'Obalia. Oui. Alors, comment vous est venue cette passion pour le théâtre? Tout simplement, j'ai eu l'opportunité au collège d'avoir un prof. C'est souvent comme ça. À l'époque, il n'y avait pas les options théâtre. Et une prof de français qui aimait ça et qui nous a incité à travailler un petit peu. Alors, on travaillait quand même avec les livrets dans les mains. On avait monté les faubourgs de Scapin. On avait travaillé sur les précieuses ridicules. Je pense pas que j'étais le meilleur acteur du monde, loin de là, mais je pense que j'en avais le goût. J'ai toujours le sentiment, depuis que je suis petit, d'avoir plein de choses à dire et que j'avais pas trouvé petit tout à fait le bon vecteur pour raconter entre guillemets, ma vie intérieure et mes joies, mes tristesses, mes douleurs, mes doutes, mes espoirs. Et le théâtre a été une véritable révélation. Quand je suis parti dans mon lycée, il n'y avait pas du tout, c'était terminé, plus de groupe de théâtre. Donc j'ai cherché en vain une compagnie qui pouvait m'accueillir. Je suis tombé sur une troupe de MDA, Maison des Associations, où il y avait une troupe constituée. Et je suis arrivé là-dedans avec une troupe où j'étais vraiment le plus jeune, puisque on va dire la deuxième génération avait quasiment 12 ans de plus que moi, et l'autre génération en avait 30, voire 40. Donc je suis arrivé en tant que petit genou au milieu d'une troupe d'adultes. C'était pas du tout évident, d'autant que c'était des gens qui avaient de l'expérience, moi je n'en avais pas. J'étais perclus de doutes et de peur au milieu de ces adultes. Alors voilà, j'ai travaillé sur Obalia. Ce qui est drôle, c'est que j'ai été le plus jeune de la troupe et on m'a donné le rôle du plus vieux. Voilà, j'étais dans un livre quasiment tout le long d'une scène, parce qu'on jouait Édouard Agrippine à l'époque. Et j'étais Édouard. J'ai passé le temps de ma pièce dans le lit à trembler. J'avais les jambes qui tremblaient dans le lit. Et ça a été une véritable révélation. On m'a dit, j'aimerais faire ça. Je ne savais pas que ça allait être encore mon métier parce que j'en étais loin, parce que je ne m'étais pas du tout destiné vers ce genre de choses dans ma vie. Et c'est une révélation, simplement. Et alors, vous avez emprunté, je crois, une réflexion à Pierre Arditi qui dit le seul endroit où je ne joue pas, c'est une scène de théâtre. C'est possible. Oui, tout à fait. Il y avait une phrase, alors je la formule certainement très mal, une phrase de Jouvet où il dit avant de monter sur scène, je ne savais pas qui j'étais, et une fois que j'étais sur scène, je me suis trouvé. Alors moi je crois que c'était un peu ça, c'est de me dire, la scène de théâtre pour moi ça a été vraiment vertueux dans le sens où je me suis dit que tout était possible. Et tout ce que je ressentais, tout ce que j'éprouvais au niveau des sensations, comme je vous dis, joie, peine, doute, peur, la scène m'a donné l'opportunité de me mettre en relation avec moi-même. Ça a été un révélateur. Oui, un véritable révélateur. Et de me dire, ben voilà, c'est ici que je suis bien, c'est dans cet endroit-là que je vais me trouver. Et curieusement, c'est quelque chose que les élèves dont je m'occupe me renvoient comme retour. C'est à Luce, je crois. Pas que, on a aussi des ateliers, on en a à Tarbes. Voilà, là on a l'Arlequin, on a des ateliers au centre maintenant de Bagnères, on en a à Tarbes, nous en avons sur Argelès-Gazost,
Et puis après, on travaille avec des groupes de théâtre amateur à Omex, on travaille avec des groupes à Rolex, voilà, on travaille avec des CCAS, des tas de gens. L'idée, c'est de façon de permettre au théâtre de pénétrer dans des lieux où il n'a pas l'habitude d'aller, d'aider des associations à monter leur propre spectacle, parce que moi, je suis convaincu que c'est là qu'on forme les publics de demain. Voilà. Et quelque chose que j'aime particulièrement, c'est transmettre ma passion, voilà, et d'expliquer pourquoi j'aime ça. Et de trouver des interlocuteurs, la possibilité de monter des textes que, tout simplement, en tant que compagnie professionnelle, je n'aurais pas l'opportunité de monter parce que, voilà, ça serait très compliqué, parce qu'on est toujours quand même tenu à des formes de rentabilité quand on monte de spectacle. Hein. On est un outil culturel et un produit culturel aussi. Donc il faut quand même que quand on travaille sur quelque chose, l'idée, c'est pas seulement de le monter, c'est aussi de le jouer. Un acteur, il n'existe que quand il est sur un plateau, vraiment. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Et ça m'a donné l'opportunité de travailler des tas d'auteurs, à la fois classiques, contemporains, des auteurs, voilà, on a travaillé sur de l'Aristophane, on a travaillé sur de Molière, du Marivaux, des auteurs contemporains, du Pomera, enfin bref. Et moi, ça m'a permis de voyager dans le monde du théâtre avec un énorme plaisir. Et c'est une réflexion, donc je pense que beaucoup d'élèves, même s'ils n'en font pas leur métier, alors certains en ont fait leur métier quand même, ça fait plaisir, mais de se dire qu'ils se sont trouvés. Et ça me fait plaisir d'entendre et de retrouver ce que moi j'étais venu chercher et de leur donner l'opportunité de trouver ce que moi j'avais trouvé aussi. Voilà, cet échange-là est pour moi très 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 important. Oui, c'est la transmission, Oui. c'est important de transmettre. Alors vous dites que vous êtes un autodidacte donc dans le domaine du théâtre. Et alors chose qui m'a amusée dans une de vos interviews, vous êtes dans la vie, vous dites dans la vie je suis un caméléon. Oui. C'est quelque chose que je ressens. Vous aimez vous fondre, enfin vous plier aux me mélanger. atmosphères. Et oui, je pense aussi c'est quelque chose. J'aime bien être bien partout où je me trouve. J'essaie de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Et je pense que je peux passer un très bon moment avec des chasseurs. Voilà, je peux l'accepter, même si moi je tue pas des animaux, hein, que j'en sois totalement incapable, mais je peux me sentir bien. Moi, du moment qu'il y a de l'humanité quelque part, ça me touche. Alors, et que je sens qu'il y a de l'amour dedans, enfin, curieusement, oui, de l'amour et du plaisir à être ensemble. Ça, c'est quelque chose, pour ça, j'ai l'impression d'être une éponge et de m'adapter très bien à ces lieux-là parce que je me retrouve, dès qu'il y a de l'humanité, j'aime. Et quel que soit le milieu, hein, je peux m'esbaudir devant un travail d'un menuisier, d'un meuble, un charpentier, aussi bien que discuter théâtre avec des gens de théâtre, hein, mais pas que. Les gens, j'aime aussi cuisiner, voilà, ça fait partie des choses que j'aime. Du moment qu'il y a de l'amour, et dans ce désir de ce que je fais, de mettre du beau, dans l'idée de mettre du beau, et même dans le sport, on peut trouver ça, hein, de dire, d'avoir le beau geste, de faire la bonne équipe, des choses comme ça, de trouver cette forme d'harmonie entre les humains, ça me touche beaucoup et j'aime ça. Et j'avoue que je m'en inspire beaucoup, parce que j'essaie de comprendre comment les gens fonctionnent, et j'aime ça. Parce que forcément, il y a, quel que soit l'individu, j'ai toujours le sentiment qu'il y a un bout de moi dans eux, quelque chose qu'on a en commun. Alors pas tout, mais ça oui, ça c'est moi, ça je me retrouve là-dedans. Et ça me fait du bien de me retrouver dans d'autres formes qui auraient pu être, si peut-être j'avais une autre éducation, j'avais une autre façon de me socialiser, peut-être que j'aurais été avec eux, mais définitivement, j'aurais peut-être été, je vous parlais des chasseurs, peut-être que si j'avais été élevé dans un milieu de la chasse, peut-être que j'aurais du plaisir à me promener dans les bois avec un chien et essayer de trouver des faisans ou des lièvres. Peut-être, j'en suis presque convaincu que j'aurais pu faire ça, si j'avais senti l'amour et la passion là-dedans, parce que j'aurais été entouré de gens qui aiment ça et j'ai besoin de ça, de sentir de l'amour et de l'affection dans ce qu'on fait, quoi. Et vous aimez aussi observer et écouter. Pour vous, l'écoute et l'observation sont très importantes. Essentiel. C'est ce que je dis à tous mes élèves, tous mes comédiens. Dire un texte, bien sûr, il faut du talent pour dire les mots, pour apprendre à bien les dire, les rendre intelligibles, c'est une chose. Mais la meilleure qualité, à mon sens, que peut avoir un comédien, c'est sa qualité d'écoute. Parce que quand il est sur un plateau et qu'il ne dit rien, c'est là qu'il est le meilleur. Si à ce moment-là, on comprend qu'il est tellement présent parce qu'il a une telle écoute, ça devient magique, ça.
Parce que les mots c'est facile, on peut dire une très belle chose, mais la qualité d'écoute d'un acteur, ça c'est un énorme plaisir quand on joue avec un acteur qui sait écouter, d'avoir comme un mur de palace, quelque chose sur lequel vos répliques rebondissent et reviennent et que vous pouvez renvoyer, parce qu'il a regardé de telle façon, hein, la réplique va revenir plus fort ou moins forte, il a peut-être absorbé le choc ou ne l'a pas absorbé, et tout ça, c'est merveilleux quoi, de sentir ça. Et c'est quelque chose que je travaille énormément avec les gens. Apprends à bien écouter avant de bien dire. Et généralement, dans l'écoute, pour moi, il y a beaucoup d'intelligence dans l'écoute. Voilà. Et vous aimez les surprendre, parce que parfois il vous arrive de ne pas jouer de la même manière. Oui, j'aime bien ça. J'aime bien parce que j'ai la chance de faire un art vivant. Au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué, mais au théâtre, on joue. Et dans l'idée, j'ai envie que chaque fois, ce soit un petit peu surprenant. Parce que, pour être honnête, je me surprends aussi moi-même. Je me dire de ne pas attaquer la réplique exactement comme ça, de ne pas me placer exactement là où on m'attend. À mon sens, ça nous rend intelligents. Parce que si on fait la plupart des acteurs vous le disent, hein, quel que soit le nombre de représentations, même quand ils jouent 100, 200 fois, ils se disent à chaque fois c'est différent. Parce que déjà, il y a une donnée qu'on ne connaît pas, c'est la qualité d'écoute du public. Ça, on ne peut pas la savoir. C'est pas inscrit. Attention, ils ont 10 d'écoute, 8 d'écoute, 9 d'écoute ou 0 d'écoute. Ça, on ne le sait pas. Donc, c'est eux, déjà, qui décident beaucoup de choses et qu'on a le sentiment quelquefois de jouer exactement de la même façon que la veille, ça ne rit pas au même endroit, ça ne fonctionne pas au même endroit, et alors qu'on a l'impression quand même de ressortir quelque chose, une copie très proche de celle qu'on avait fait la veille, mais non, parce qu'il y a le quatrième élément, celui qu'on ne connaît pas, c'est eux, l'attention, leur disponibilité ce jour-là, parce que des fois c'est vrai, ceux qui sont dans la salle, ils arrivent avec un état émotionnel. Est-ce que ça s'est bien passé dans leur vie, pas bien passé? Est-ce qu'ils ont envie de rire ou est-ce qu'ils avaient passé un bon moment? Est-ce qu'ils sont venus un peu contraints parce qu'on leur a dit viens avec moi, je vais au théâtre, etc. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie d'être là, mais qui ont fait plaisir à quelqu'un. Et cela, si on peut gagner ceux qui n'avaient pas envie d'être là, ou qui n'étaient pas en état d'écouter du théâtre à ce moment-là, et si à un instant donné on peut leur faire le temps d'un spectacle, à faire oublier leurs soucis, le pourquoi de leur vie, et de les rendre disponibles à quelque chose, à un texte, à des images, à une sensation, je me dis qu'on a bien fait notre travail. Oui, vous parlez de l'émetteur et du récepteur, Essentiel. Et en même temps du temps suspendu. Oui, essentiel. Je pense que le propre du théâtre, voilà, notre travail c'est l'émission. C'est vrai, on raconte des histoires, on dit des mots, les nôtres ou ceux d'autres auteurs, on est des émetteurs. Mais vous faites une émission de radio, l'idée c'est la suivante, c'est que vous avez tout l'amour que vous voulez, choisir les plus beaux passages, les plus beaux disques, les plus belles phrases. Si personne ne vous écoute, à un moment, ça n'a pas de sens. Les choses n'ont pas de sens. C'est comme nous. Un texte de théâtre, il a beau être si bien écrit, s'il n'est pas mis en scène, s'il n'est pas mis en 3D, il n'existe pas. Ce ne sont pas que des mots. C'est quelque chose comme ces livres pour enfants qui a prévu d'être déplié et de prendre du volume et de l'existence. Et qu'à partir du moment où le château de la Belle au Bois dormant s'est déplié, on a envie de rentrer à l'intérieur des pièces, on a envie de connaître l'histoire, on a envie de savoir où elle est à ce moment-là, à telle page, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qui va se passer, que va-t-il lui arriver. Et à mon sens, c'est ça. Et que mon travail, moi, de metteur en scène et de prof, c'est d'expliquer parce qu'on peut à la fois très bien ressentir les choses, avoir une intelligence, une vraie qualité de sensibilité et d'intelligence, mais si on transmet mal, ça perd un peu de son sens. Et l'outil et la mise en scène, pour moi, c'est tu veux dire ça, ou on veut dire ça, on veut raconter cette histoire. Quel est le meilleur vecteur pour raconter cette histoire de telle façon que le maximum de gens comprennent notre choix, notre désir, le sous-texte aussi, parce qu'il dit qu'il t'aime beaucoup, mais en fin de compte, il te déteste, et attention, il va faire quelque chose de vraiment répugnant à ton égard. Quel est le sous-texte? Et de sentir la vibration dans une salle, ou le rire, qu'on se dise « Ah, ils ont compris ce qu'on voulait faire, ça c'est génial ». Et mon travail metteur en scène, c'est, écoute, c'est comme une soupe qu'on va servir aux autres, et d'expliquer aux acteurs, mais plus de sel, mais plus de poivre, elle est trop froide, elle est trop chaude, et c'est qu'elle soit à la bonne température, qu'elle soit dosée de telle façon que le maximum de gens, quand ils vont la goûter, la trouvent bonne. Et qui comprennent pourquoi j'ai fait fabriquer cette soupe, pourquoi j'ai été chercher les légumes, pourquoi je les ai cuisinés, pourquoi de tout ça.
Et là, tout prend du sens. À la fois parce que vous êtes donné la peine de venir nous voir et nous écouter et goûter ce qu'on a à vous proposer. Nous, on vous a fait une proposition qu'on espère vraiment que vous allez aimer. Et là, il y a quelque chose dans l'humain qui est merveilleux, quoi. Une sorte d'harmonie entre gens qui ne se connaissent pas, qui ne se verront peut-être plus, mais qui ont un instant T, ont créé une harmonie, quelque chose de beau et de magique. Et c'est ça que j'aime dans le théâtre. Voilà. C'est un travail d'armateur. Oui, voilà. Voilà. Alors, c'est bizarre que vous me disiez ça parce que j'ai souvent ce sentiment-là qu'en tant que metteur en scène, je leur dis, voilà, le spectacle va commencer. Écoutez, moi, je suis l'armateur, j'ai mis tout ce qu'il faut à bord. Vous avez de l'eau, vous avez de la nourriture, vous avez de quoi vous sauver si le bateau coule, vous avez de quoi vous réchauffer ou vous refroidir. Voilà, le bateau est plein. Et après, les acteurs, ils quittent le port, on enlève les amarres et vogue la galère. Et puis moi, en tant que metteur en scène, je regarde le bateau partir, j'espère qu'il va arriver à bon port, c'est mon idée, mais à un moment, ça ne m'appartient plus. Je ne suis plus à bord du bateau. S'il arrive quelque chose, je ne pourrai rien faire. La seule chose que j'ai faite, c'est de me dire, j'ai tellement mis de choses à bord de ce bateau que théoriquement, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à bon port, parce que franchement, bien sûr, comme pour tout, il peut y avoir des tempêtes au milieu, des aléas qu'on n'avait pas prévus, une panne de moteur, des choses comme ça, mais en tout cas, on a tout prévu pour que ça n'arrive pas, et qu'il arrive à bon port, et quand il arrive à bon port, c'est fait, on a réussi. Voilà. Alors, avant de parler de la métamorphose, dont vous avez joué il n'y a pas très longtemps, donc c'était après le Covid, donc pour vous a été une période très difficile, compliquée, enfin pour tous je pense, les intermittents du spectacle, bon, parce que ça a été quand même très difficile de préparer des choses sans savoir si on allait les jouer. Alors vous avez quand même, il y a une thématique qui est commune dans vos spectacles, elle est liée quand même à la bêtise humaine. J'adore. Donc alors bon, ça peut être comme le dîner de cons, enfin il y a des passages qui sont amusants, enfin qui font rire, mais en même temps il y a aussi un autre caractère. Bon, dans Feydeau, le système Ribaudier, c'est différent. Et alors là, la métamorphose, c'est quand même, enfin on peut pas dire que ce soit une pièce joyeuse quand même. Non. Alors. Mais qui est d'actualité. Oui, bien sûr. Alors parce là, que quand il l'a écrit, c'était au moment de la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Et c'est vrai que on retrouve certains cas de figure. Et l'image pour moi de Grégor Samsa, c'est un burn-out. C'est quelqu'un qui à un moment ne fonctionne plus. Et dans une société où tout le monde s'appuie sur lui, sa famille déjà, qui espère que sa réussite sociale va rejaillir sur toute la famille, puisqu'il est un peu le pourvoyeur d'argent, pourvoyeur d'élévation sociale, pour sa sœur aussi, de permettre à sa sœur de rentrer au conservatoire, de devenir une artiste, alors que lui, il a un métier plutôt... voilà, il est vendeur, il a des choses comme ça. Donc, toute la famille compte sur cet homme-là. Et à un moment, son corps, son esprit, réagit de façon complètement différente. Il se transforme, il mute, il ne répond plus à la demande. Il ne peut plus communiquer, il n'y arrive plus. Il en a conscience et il est coupé du pourquoi. On lui a ôté le sens de sa vie, en fin de compte. Enfin, ce qu'il croyait être le sens de sa vie, c'est-à-dire, ben voilà, moi je vais sauver ma famille, je vais leur permettre de... Voilà, c'est moi Noé, j'ai mis tout le monde dans le bateau, je vais sauver tout le monde. Voilà, je les ai embarqués avec moi, ils vont être sauvés. Et il se trouve que Noé, ce jour-là, il n'est plus dans le bateau, il n'y a plus d'arche, il n'y a plus personne. Et c'est la lente dégradation de cette relation familiale, parce qu'il passe par plusieurs phases, la famille. À la fois, d'abord une phase de peur, voilà, parce que d'horreur, qu'est-ce qui se passe. Un deuxième temps où on est dans l'acceptation, parce qu'on n'a pas le choix, en espérant quand même, au même titre que quelqu'un qui ferait un burn-out, qui serait parti en HP, qui va sortir, parce qu'il a des psychologues, il a un traitement médicamenteux, il a une protection chimique, et c'est pas perdu, il va peut-être rejoindre la famille. Donc dans un premier temps, on espère qu'il va s'en sortir. Dans un deuxième temps, on se rend bien compte qu'en fin de compte, il ne s'en sort pas et que la chute continue, que même au niveau physiologique, il mute de plus en plus, parce qu'il est de moins en moins humain. Et curieusement, à un moment donné,
à partir du moment où la famille va considérer que cet homme, ce personnage, ce garçon de la famille ne peut plus répondre à leurs attentes, ils vont faire des choix. Et là, la mère qui était un peu dépressive, qui était un peu traîne savate, la sœur qui ne savait pas trop où ça allait, le père qui était voilà, un personnage pas très sympathique, de seul coup, changement. De seul coup, eux prennent du poil de la bête et deviennent plus courageux, ont repris de l'espérance sur eux-mêmes. Ils ne comptent plus sur Grégor, ils ont bien compris que Grégor ne pourra pas répondre à leur attente et que d'un seul coup, c'est eux qui prennent le pouvoir. Et en fin de compte, ils s'en sortent. Ça réussit. Par contre, curieusement, il y a quand même ce truc-là qui est dans sa chambre, cette bestiole, ce cafard, cette bête qui est là, qui leur renvoie quand même, qui les renvoie tout le temps à leur ancien fonctionnement, à ce qu'ils étaient et ce qu'ils ne veulent plus être. Et quand, voilà, tout simplement, l'histoire, voilà, Grégor disparaîtra de cette famille. On le laisser se dessécher. Ouais, voilà, on le laisse parce qu'on a, de toute façon, on ne peut pas guérir, on n'a pas de solution. Et curieusement, une fois qu'il est mort, on est débarrassé du problème. Et on sent que la famille va partir encore, voilà, on s'est débarrassé de ce truc-là, on s'en est débarrassé. Alors, ce qu'il était dit, c'est que quand il a eu sa nouvelle, c'est bizarre, notre monde change un petit peu pour ça. Quand Kafka lisait la nouvelle, ses amis riaient, trouvaient ça drôle. Il y avait quelque chose d'amusant là-dedans, dans cet humour très noir, très sombre. Ses amis se sont amusés à ça. Et on en parle souvent de dire qu'il y a un humour chez Kafka, parce que l'incapacité qu'il a à des moments à se mouvoir et d'être un peu une sorte de bête qui ne comprend pas comment ça fonctionne, qui essaie de se remettre sur ses pattes, qui galère avec son corps, tout ça, je pense que on était un peu dans la pantomime comme un clown et qui serait en train de glisser sur des tartes à la crème renversées sur le sol et qui essaierait de se redresser, il retombe. Et cette chute, en fin de compte, au cirque n'est pas une chute dans l'idée où il se fait mal, non, il en est presque drôle. Et par rapport à la famille aussi, on se dit, mais quelle ironie, quelle drôle de façon de fonctionner de cette famille-là, de les voir. Alors, est-ce qu'on peut... On a un drôle de rapport, je trouve, aussi avec eux, parce que on a conscience quand même qu'il y a quelque chose de terrible chez eux, mais qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans un cas pareil? Qu'est-ce qu'on ferait? Puisqu'on n'a pas... Ils se sont métamorphosés. Voilà, exactement. La métamorphose se passe... Et qu'est-ce qu'on ferait dans un cas comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas le pouvoir de guérir, quand on n'a pas le pouvoir... Et qu'ils ne peuvent pas l'abandonner non plus. Ils ne vont pas le jeter dans une décharge non plus. Et on ne peut pas l'abandonner. C'est-à-dire, ben voilà, c'est... Alors, moi, ça me renvoie toutes ces images avec des gens qu'on met dans les EHPAD, parce qu'il y a des endroits pour les accueillir. Hein. Des gens qui perdent la tête, qui ne vous répondent plus quand vous leur parlez, qui peuvent être répugnants, parce que tout simplement, voilà, ils sont pupés dessus, voilà, ils vomissent, ils disent des gros mots, le cerveau part en cacahuète, et voilà. Et maintenant, on a les EHPAD, pour ces gens qui, dans une famille, pourraient, à un moment donné, parce qu'on n'est plus en mesure de s'en occuper, parce qu'on n'a pas les réponses, on n'a pas le temps, et parce que ça nous renvoie à quelque chose de tellement terrible sur nous-mêmes, sur notre incapacité à presque ne pas les avoir vus, parce que c'est ce qui se passe chez Grégor, ne pas les avoir vus chuter, et au moment où la chute est là, constatée qu'on n'a plus de pouvoir de revenir en arrière, qu'est-ce qu'on en fait? C'est trop tard. C'est trop tard. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et le travail qu'on a fait, nous, ça nous a parlé, parce que je me dis, bah, ça peut arriver. C'est une histoire d'aujourd'hui. La métamorphose, ce burn-out, ce personnage dont on ne veut pas dans une famille, voilà, le très très vilain petit canard. Qu'est-ce qu'on fait d'un très vilain petit canard? On ne peut pas le tuer, parce qu'on n'a pas le droit, mais il est là. Et tous les jours, sa présence nous rappelle
qu'il est là. Voilà, on l'entend, on arrive dans sa chambre, il y a des odeurs, parce qu'en plus chez Kafka, voilà, on parle d'odeurs, de putréfaction, de transformation physique. Donc il y a des bruits qui ne sont pas des bruits humains, qui sont des bruits de blattes, des odeurs qui sont des odeurs de, voilà, comme où vivent les cafards, ils aiment la pourriture, la moisissure. Il y a tout ça, lui il est bien dedans parce qu'il est un cafard, une blatte, il est bien là-dedans, mais on a un truc là dès qu'on ouvre la porte qui est insupportable et à regarder, à sentir, et on sait que c'est là, que c'est derrière la porte, c'est pas loin, c'est juste à côté, hein. C'est pas à 10 km. Voilà. Et comment on fait avec ça? Et on en est arrivé à tel point, c'est qu'à un moment tout simplement, ils sont tellement habitués à lui et à sa putréfaction. Curieusement, quand ils vont inviter quelqu'un dans leur maison parce qu'ils sous-louent un petit peu pour gagner encore de l'argent, parce que voilà, le père est quand même une sorte d'harpagon, hein, il a mis de l'argent de côté, il a menti à tout le monde, il a mis des sous de côté, il veut que tout le monde bosse, ramener de l'argent, parce que la valeur argent pour lui est très très importante. Et quand le locataire arrive dans cette maison, on ne lui a rien dit, on ne lui a pas dit qu'il y avait un cafard qui vivait dans ce truc-là, et le hasard fait qu'il va le découvrir, il va découvrir une horreur absolue, voilà. Et horreur qui pour la famille était devenue banale, puisqu'on en parle, voilà. Ah oui, c'est vrai, ah oui, on a un cafard qui vit juste à côté, là. On l'avait complètement zappé, on ne savait pas que c'était là. Bon, après, ça dégénère un petit peu, mais voilà. Alors, sans dévoiler des choses du spectacle, mais comment avez-vous rendu justement ces personnages? Comment va-t-il apparaître au public? Alors, déjà, scéniquement, on a fait deux choix très, très, très clairs. C'est qu'on se situe du côté de Grégor Samsa. C'est-à-dire que le plateau est coupé en deux avec un tuile transparent, et on suit à la fois les aventures et la vie et l'évolution de Grégor en premier plan, c'est-à-dire qu'on est dans sa chambre, on est avec la blatte, on est avec lui, avec ses transformations physiques, et de l'autre côté, on assiste à ce que la perception aussi de Grégor, à savoir comment sa famille, qu'est-ce qui se passe derrière ce fameux mur pendant que lui, il est en train de se métamorphoser. Et donc, on a deux espaces très distincts, avec de temps en temps des intrusions, puisque la famille vient le nourrir, elle vient débarrasser sa chambre, bref, avec des intrusions. Et on a fait volontairement ce choix. Ensuite, on s'est posé la question de savoir est-ce que l'on travaille par rapport à Grégor sur des prothèses, c'est-à-dire qu'on en fait un vrai cafard et des prothèses. Et petit à petit, sur le travail et la réflexion qu'ont fait Jean-Baptiste et Adrien, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas du tout envie de... Parce qu'il se trouve que le garçon qui nous fait la musique est marionnettiste, donc on avait commencé à regarder s'il était possible une sorte de carapace, de travailler sur de la marionnette, etc. Et le hasard aussi sur certaines... Ce tune nous a libérés de plein de choses, et c'est qu'à un moment, on s'est aperçu sur les projections, au même titre que les ombres peuvent être déformées en fonction de la distance que l'on a à la lumière, on s'est aperçu, un petit peu comme quand vous jouez à faire des animaux, on s'est dit qu'en fin de compte, le corps de Grégor était un animal, et que la perception du corps de Grégor sur ce tuile qui se projette, en fin de compte, était ce que voyaient les parents. Et que même si nous, on a un rapport avec un corps humain qui pourrait être presque normal pour nous, dès qu'on voit la projection, on comprend ce que les autres voient. Et on est à la fois, et je crois que c'était un très bon choix de mise en scène de Jean-Baptiste et d'Adrien, c'est qu'on est à la fois sur ce corps de Grégor qui n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il est, c'est-à-dire que lui, il a quand même son entité et sa réflexion humaine à l'intérieur de ça, mais aussi un corps qui ne répond pas à l'attente qu'il espérait, c'est-à-dire que voilà, c'est pouvoir se gratter la tête comme il veut, se lever, marcher, discuter, se nourrir à table, voilà. Et il a un corps qui ne répond plus, avec un cerveau qui fonctionne. Comment on fait avec ça? Un corps qui marche plus. Au même titre que quand on voit des gens qui communiquent juste, vous savez, par clignement de paupières, etc. Et ces gens-là arrivent à écrire des livres et des choses comme ça reste fabuleux. Mais leur corps ne répond plus. Par contre, leur cerveau marche très bien. Et qu'heureusement, il y a des gens qui se sont aperçus que, ben oui, quand tu clignes les paupières, ça veut dire ça. On les a pas coupés du monde. Chose que ne fera pas la famille de Samsa. Parce que lui va être coupé. La seule personne qui essaie d'avoir un petit peu de relation, c'est sa sœur,
qui veut s'en occuper, parce qu'il s'est beaucoup occupé d'elle, elle veut lui... Mais la sœur aussi, elle est fantastique, c'est qu'elle est dans l'idée d'une sorte de contrition, quelque chose de quasiment religieux. Elle s'auto-punit de tout. C'est sa faute. Elle ne veut pas qu'on nettoie sa chambre. Elle veut le nourrir. Elle a une sorte de contrition sur elle-même. Alors ça aussi, c'est très bizarre parce que celle qui sera peut-être le plus violente à la fin, c'est certainement elle. Mais elle a une sorte de contrition presque quasi religieuse de ce frère dont elle doit s'occuper, de ce malade, etc. Et on lui accorde ça parce qu'en fin de compte, même la mère n'arrive plus parce que voilà, son fils a trop changé. Et le père, bon, lui, il n'a plus rien à faire de cet animal, puisque pour lui, ce n'est plus un être humain. Hein. Il a très vite renoncé, lui, il est le premier à avoir renoncé à penser que Grégor redeviendrait Grégor. Hein. Et ce rapport familial, etc., entre le père, la mère, la sœur et Grégor, c'est super intéressant, quoi, à travailler justement ces non-dits d'une famille qui a explosé avec un accident, on va dire, un accident de la vie, à savoir la transformation de Grégor, et comment on fonctionne quand il y a un accident comme ça. Alors, qui joue le rôle de Grégor? Alors, c'est une jeune fille qui est qui s'appelle Anaïs Faute, qui bouge hyper bien. On voulait quelqu'un qui soit à la limite de la danse, parce qu'il y a des positions très compliquées à tenir de cette blatte, et elle bouge très très bien. Et on s'est dit, bon, on ne va pas mettre forcément un garçon, on s'en moque un petit peu, parce qu'on peut supposer, à partir du moment où il a déjà muté, déjà c'est quoi le sexe d'un cafard, voyez, on se dit, mais on s'en moque, pourquoi un garçon? Quel sens ça? C'est une bête. Donc on oublie son sexe, on oublie complètement qu'il est voilà, on ne s'est pas posé la question. La seule chose qui nous a intéressé, c'était ce travail très important qu'elle a fait sur le corps et qui, à mon sens, parle énormément quand vous le verrez. Et puis cette famille-là de personnages hauts en couleur, voilà, une mère à la fois dépressive, mais qui a complètement changé, un père qui est quelqu'un de complètement renfrogné, replié sur lui-même, qui passe son temps. Comme nous, on l'a quand même actualisé, on n'est pas parti sur la nouvelle, l'époque de la nouvelle, parce qu'on voulait lui rendre quelque chose d'universel et de contemporain. Hein. On n'avait pas envie de... Le siècle importe peu, parce que ce que je vous ai dit là, par rapport on va dire, au problème... C'est intemporel. C'est intemporel. Et je pense que les gens vont beaucoup se questionner, quoi. Et si moi je bougeais, et si moi je ne répondais plus à ce qu'on attend de moi, quel serait le regard des autres sur moi? À quel moment je serais celui qu'on évite? Parce que c'est ça aussi, parce que quelqu'un, vous voyez, quelqu'un de dépressif, sur lequel vous ne pouvez rien faire, à un moment, il vous envahit, quoi. Il est comme comme des bactéries qui petit à petit vous rongent. Et il y a un moment, la question, c'est comme une gangrène. Hein, est-ce que pour sauver le corps, il ne faut pas couper le membre? C'est une question qu'on peut se poser. Certes, on sera amputé, mais on sera vivant, avec peut-être un bras ou une jambe en moins, mais vivant. Donc, à quel moment laisser la gangrène gagner? Parce que c'est un choix très violent de perdre. En plus, là, ils sont 4. Voilà, il y a 4 membres. De perdre un membre et pour sauver les 3 autres. C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Ou est-ce qu'on accepte de mourir? C'est une question qu'on peut se poser. Et pour moi, ça les rend aussi, même si c'est pas simple, oui, il y a un choix à faire à un moment. Voilà, il y a 3 places sur un bateau, et on est 4, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est un questionnement philosophique. Mais exactement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut sauver? Combien de temps avez-vous mis pour la création, puisque là vous êtes en résidence que depuis hier, hein, Alors, depuis le 13 jusqu'au 26, ouais. Mais je suppose que oui, on a commencé bien en amont. Déjà, les garçons ont bossé à peu près 3 mois sur l'adaptation. Pour écrire les textes, ils ont fait X versions, ils ont regardé, je ne sais pas combien, parce qu'il existe quand même depuis sa création beaucoup de versions, des adaptations cinématographiques pour la télévision. Alors, avec des regards très différents, il y a des choses très violentes chez les Russes, ils ont fait des versions très très sombres, etc. Des versions qui sont à la limite presque un peu surréalistes dans d'autres cas, des versions anglaises où c'était sur le théâtre. Donc ils ont regardé, ils se sont énormément documentés. Et puis, avec cette idée de petit à petit dire, bon, on va le situer à notre époque, et on va essayer de raconter plus l'idée générale que vraiment le contexte historique, parce qu'on s'en moque un peu.
Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Sinon, on ne montrait jamais de Molière non plus. Oui, bien sûr. Voilà, et à un moment, on dit, ben voilà, c'est le langage du 17e, on ne montre pas de Molière. Mais non, ce qu'il raconte, c'est la bêtise humaine ou les relations entre hommes et femmes et hommes, femme, homme. Il nous raconte des relations humaines. Et ça reste intemporel. Et c'est pour ça qu'il continue à être joué. Et il sera joué. Parce qu'il nous raconte autre chose que son siècle. Il raconte ce que c'est que le rapport humain. Voilà. Et comment on fonctionne, le rapport humain. Et donc, nous, on a fait ce choix-là. Ensuite, on a travaillé, on a fait plusieurs sessions, des résidences. On a fait ça à la Maison de la Vallée, de Lucien Sauveur. On a fait ça à Orincles, le village où j'habite. On a fait ça à Saint-Savin. On a eu des municipalités qui ont été super gentilles avec nous, qui nous ont donné des lieux, nous ont mis à disposition des lieux, et ils ont avancé comme ça petit à petit. Et ce qui était bien, et moi j'aime ça aussi, parce que c'est vrai que quand on travaille 1 mois et demi sur un spectacle non-stop, il y a un moment où on ne sait plus. C'est-à-dire que les certitudes du début, au bout de 3-4 semaines, on les a perdues. On ne sait plus s'il ne faut pas revenir en arrière, s'il faut avancer, etc. Alors que les sessions, à mon sens, où on coupe un petit peu, ça laisse du temps de réflexion, on fait autre chose, on pense à autre chose, et quand on reprend, il y a des choses qui paraissent évidentes, qu'on a faites en amont, on se dit « Ah oui, ça c'était bien ». Oh non, ça franchement, la bonne idée d'un jour n'est pas forcément la bonne idée de toujours. Voilà, et que ça a permis ça. Et là, on a fait une sortie de résidence il y a 3 semaines. On a présenté ça. Alors, on a fait le choix de présenter ça à des gens qui ne vont pas régulièrement au théâtre. On a fait ça avec des gens du village dans lequel j'habite, avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au théâtre, ou qui vont plutôt voir des comédies. Donc, leur jeter la métamorphose, c'était un petit peu. Et on voulait regarder comment ça fonctionnait avec un public qui n'est pas un public de théâtre. Et il y a eu quelque chose, et je pense qu'on le retrouvera sur du spectacle. Il y a une phrase qui dit le silence qui suit un concerto de Mozart appartient aussi à Mozart. Cette sorte de... J'ai pris quelque chose là et il me faut un temps avant que les applaudissements arrivent. Qu'on n'a pas la spontanéité d'un applaudissement parce que je viens de voir un truc là, il s'est passé quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé quand on a fini le spectacle. Les gens étaient là. Ils ont mis... ça paraît long, 15-20 secondes avant de faire... Ouais, parce qu'ils ont été bouleversés par ce qu'ils ont vu. Et curieusement, il y avait des gens qui étaient là ce jour-là présents, des gens un peu durs, un peu rugueux. Hein. J'ai vu des larmes et tout, des gens qui étaient très émus de cette histoire parce que ça leur a parlé de quelque chose. Il y avait un monsieur là, voilà, qui a travaillé dans un certain milieu pas facile dans sa vie, voilà, et qui était très ému. Et ça lui a envoyé beaucoup de choses de ce qu'il avait vécu dans sa profession. Et alors qu'il est très éloigné du monde du théâtre, hein, vraiment. Et il est même pas, même du monde psychologique, etc. Il était dans un milieu très très particulier. Et visiblement, ça a envoyé beaucoup de choses. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'interroger. Quand on a fait ça, on a monté là dernièrement beaucoup de comédies. Mais pour moi aussi, curieusement, j'ai eu l'occasion dans ma vie de jouer La Peste de Camus. Et voilà, j'ai joué tous les rôles de ce spectacle-là. J'ai joué aussi François Pignon du Dîner de Con. Pour moi, il n'y a pas de grand écart entre les deux. Pour moi, c'est être acteur, ça déjà, de s'autoriser à être un imbécile. Et curieusement, dans le Dîner de Con, qui a une vertu, pour moi, c'est comme Guignol et Niafran. Vous savez, quand Niafran il prend des coups de matraque, ou le gendarme prend des coups de matraque, on rigole, on s'amuse. On trouve ça drôle, voilà, c'est amusant. Et j'ai une scène, moi, quand je joue François Pignon, qui est la scène où François Pignon téléphone à la femme de Pierre Brochant pour rabibocher son couple, en lui parlant de la destruction qu'il a eu dans son cœur. Mais là, je peux vous dire que ça rigole pas, hein, parce que tout le monde dit, mais on est des idiots de juger ce bonhomme-là. C'est nous les cons. C'est nous les cons. D'imaginer que ce gars-là qui est d'une grande... Pour moi, c'est pas un con, c'est quelqu'un de naïf qui n'a pas de filtre. Hein, et qui est pas calculateur, qui est sincère. C'est ça être un con, c'est pas avoir de filtre, être sincère, ne pas avoir de perversion. Si c'est ça être un con, d'accord.
Et pas être un con, c'est être manipulateur, destructeur, se moquer des gens à leur insu, les humilier. C'est ça être intelligent? Non, pour moi non. Et ça, cette fragilité, moi j'aime cette fragilité. Je trouve que quand on est un peu en équilibre comme ça, moi j'aime bien qu'on se moque de moi quand je joue de François Pignon. J'adore faire rire les gens. J'adore être plus bête que je ne suis dans la vie. Et je leur fais riez. Et à un moment, pam, je sais que la sanction va tomber. Et qu'on va faire pardon. Vous voyez, c'est la même chose, le réflexe que l'on a quand on voit quelqu'un glisser sur une plaque de verglas. Voilà, c'est un vieux truc de clown. Et puis si la personne s'est fait mal, ça devient tout de suite beaucoup moins drôle, en 2 secondes. Parce qu'elle hurle, parce qu'elle s'est cassé quelque chose. Et là, on ne s'amuse plus. Voilà, c'est terminé, là, stop. Et tous les spectacles qu'on a montés, et chez Ribadier aussi, quand on a monté Ribadier, ou quand on avait déconnecté, dont on va donner des extraits là, le 17 mars, moi, j'aime la fragilité, j'aime les losers, j'aime ces personnages qui essaient de vivre dans notre monde et qui composent avec ce qu'ils sont. Voilà. Et qui comme des extraterrestres, ils arrivent dans un monde dans lequel ils pensent exister, et on se rend bien compte que le regard qu'on jette sur eux fait « mais t'es un peu bizarre quand même, comme garçon, tu es bizarre ». Alors que pour eux, non, puisque... De toute façon, l'intelligence, voilà, c'est avec ça qu'on juge, celle que l'on a. Donc, on a beau en avoir beaucoup ou pas assez. De toute façon, mon critère de sélection, c'est mon intelligence. Donc, si j'en ai beaucoup ou pas assez, je jugerai de toute façon avec ça. Avec ou pas beaucoup. Alors, peu importe, du moment que j'en ai assez, ça me suffit. Et on n'en a pas besoin d'en avoir plus. Ça sert à rien. Et on sait souvent que les grandes intelligences créent aussi de grands troubles, etc. Parce que plus on réfléchit, plus on se pose de questions, plus on a du mal à vivre l'instant présent, plus on remet en question sa vie passée, plus on ne sait pas de quoi sera fait son futur. Alors que le théâtre, qui est un art du présent, il est là. Il ne sait pas ce qui sera après. Ce qu'il a été, il faut qu'on le devine. Et ce qu'il sera, on ne le sait pas. Et vivre au présent. Ça aussi, c'est un truc que je dis aux élèves, vivre au présent. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Acceptez d'être surpris par ce qui va se passer. Voilà. Vous savez pas, juste retrouvez-vous là et comprenez pourquoi vous êtes là à cet instant T. Voilà, c'est à ce moment-là. Et dans quel état émotionnel vous êtes à cet instant-là. Il n'y a que ça qui compte. Ce qui vous avez été avant, ce que vous serez après, on ne sait pas. Là, à cet instant-là. Et existez là, et soyez présent et intelligent à ce moment-là. Et les événements se chargeront de vous modifier, ou de vous réconforter, ou de prouver que vous avez tort. Mais peu importe. Vous avez des bonnes raisons d'être là, et sachez pourquoi vous êtes là. Voilà. Pouvoir du moment présent. Ben oui, c'est que ça le théâtre. Qui a écrit ça. Voilà. Alors, nous allons en revenir donc à la métamorphose. Donc, les spectateurs pourront avoir une idée, puisqu'il y aura une répétition publique. Donc samedi. C'est le samedi 18 mars à 14h, donc au Paris. Les représentations, donc c'est du 21 au 26 mars. Donc il y avait des horaires qui sont légèrement différents en fonction des jours. Il faudra bien se renseigner parce que le dimanche c'est de l'après-midi, le mercredi c'est un peu plus tôt. C'est sur le site, ne vous trompez pas. Et ensuite, alors donc vous parliez tout à l'heure de Déconnecté, donc ce qui sera un apéro surprise avec Bruno Spesser, avec qui vous aviez déjà joué, je crois, au CAC de Séméac, dans d'autres endroits. C'est un spectacle qu'on a eu l'opportunité de beaucoup jouer. C'est le vendredi 17 mars, donc à 18h30, toujours au Paris. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour ce temps passé, ça fait plaisir. Et puis, je viens de vous voir de toute manière. Donc, et j'espère avoir été assez clair, voilà. Oui, je pense que ça. Voilà. Je pense que c'était intéressant. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous pour ce temps consacré.